Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette émission du 25 juillet 2014. Encore une émission fermement les deux pieds dans l'été. Donc avec des sujets peut-être plus... j'allais dire plus légers, mais non, vraiment pas du tout. Des sujets qui sont peut-être un petit peu plus larges, un éventail plus grand que des juste au jour le jour. Donc, on va se pencher sur les développements de la situation internationale dans les quelques derniers jours, en fait, depuis la semaine passée, dans deux situations, c'est-à-dire dans le conflit israélo-palestinien. Oui, on aurait pu avoir le même sujet de conversation depuis... On était en 2014, je vous rappelle. C'est ça, juste pour être sûr que vous ne pensez pas avoir syntonisé de la radio des années 80. Non, c'est ça. Et le conflit en Ukraine qui a pris une tournure vraiment différente. Tu sais, quand on parle des fois d'une situation qui a évolué, qui déjà dans son... Ça, c'est le chaos at work. C'est ça, dans son caractère intrinsèque, c'est une situation qui avait déjà beaucoup de potentiel explosif, ou en tout cas qu'on ne savait pas trop vers où ça s'en allait. Et là, tu as un élément complètement... ou presque complètement random qui arrive là-dedans et ça va être à voir évoluer. Mais on va commencer par le conflit israélo-palestinien. Les développements, c'est l'offensive terrestre des Israéliens dans la bande de Gaza qui maintenant tire... sa première semaine tire à sa fin et puis ça ne semble pas arrêter. Fait que, écoute, veux-tu nous ramener un peu dans les années 80 puis nous parler de tout ce qu'on pourrait dire sur ce conflit-là? Ben, tu sais, il y a des gens qui se demandent pourquoi qu'Israël fait ça, puis le bottom line, c'est qu'Israël a fait ça depuis... Ça fait 30 ans qu'ils font ça, puis ça a toujours marché. Dans leur point de vue, marcher dans le sens de augmenter le pouvoir qu'ils ont sur leur territoire, parce que ultimement, c'est rien que ça le problème. Ça fonctionne de faire ça. Fait qu'on peut pas nécessairement s'attendre à ce qu'Israël sortienne. Non, effectivement. Tu sais, si il n'y a pas de conséquences internationales réelles à ces actions, pourquoi Israël changerait de tactique? Puis je dis pas que c'est la meilleure tactique, ni que c'est la pire, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la communauté internationale doit s'interroger pour se dire c'est quoi la réaction qu'on devrait faire pour réellement changer les choses là-bas? Parce qu'il n'y a rien qui change depuis 30 ans, là. C'est la même affaire. La même affaire. C'est les mêmes lignes qui sont sorties des deux côtés de la frontière. Puis c'est les mêmes conséquences. Là, c'est juste une génération différente, mais c'est les mêmes conséquences. Tu sais, il y a des petits gars qui ont peut-être vu leur père mourir dans un raid, qui ont vu leur fils mourir dans un raid il y a cette semaine-là. En fait, il y a une génération qui a passé, mais c'est la même chose. En fait, c'est ça. Ce qui est surtout surprenant là-dedans, c'est que l'appui indéfectible qu'Israël obtient d'une part importante de la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, est un peu une anomalie dans la situation diplomatique des 10-15 dernières années. Là. Depuis le 11 septembre, puis depuis d'autres éléments, d'autres conflits qui ont eu lieu, on dirait qu'il y a eu quand même une dislocation qui permet à des pays, des fois, de condamner des actes, soit d'un côté ou de l'autre de l'ancien rideau de fer soviétique, ou disons la division occidentale, asiatique et autres. Mais là... Ce qui a facilité ça, c'est pas un changement, mais au niveau du langage. Parce que après le 11 septembre, le mot terroriste est devenu quelque chose qu'on pouvait mettre un peu partout. Puis évidemment, la situation palestinienne, plutôt israélo-palestinienne, peut rentrer dans un moule qu'on pourrait dire terroriste versus armée en pouvoir et en moyens qui techniquement ne peut pas vraiment faire de terroriste selon la définition générale qu'on lui donne. Surtout que c'est quand même une organisation sérieuse. L'armée israélienne, c'est pas n'importe quoi. Là. Le terrorisme, là, quelque part, c'est simplement une question de différence de moyens. C'est ça, exactement. C'est une débalance de pouvoir plus qu'une débalance de conséquences. Exactement. Mais même peut-être pas nécessairement pouvoir, parce que ultimement, il y a eu des situations dans les contextes de guérilla. Je peux juste penser à l'Afghanistan, par exemple, de l'époque des Soviétiques, ou l'Irak, même de l'époque de l'armée américaine. Les terroristes
ont eu le pouvoir ultimement. C'est-à-dire qu'ils ont Oui. fini par gagner parce que leur mais non objectif seulement ça, c'était ils ont eu l'appui américain. C'est ça, parce que leur objectif était juste de pas perdre. Ben pas en Irak. Là. En Irak, il n'y avait pas l'appui du gouvernement américain, puis ils ont gagné pareil. Non, mais en Afghanistan, oui. C'est ça ce que je veux dire. Ouais. Donc, c'est que c'est même pas une question de pouvoir, c'est vraiment seulement une question de moyens. C'est-à-dire, les moyens que tu utilises font de toi un terroriste ou pas, parce que c'est ça que tu as à ta disposition, puis tu dois avoir la stratégie. En fait, le terrorisme, c'est une stratégie que tu n'as pas le choix d'adopter. Le problème avec la situation palestinienne, c'est que, en fait, l'avantage de la stratégie terroriste, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens, justement. Mais si une population vit dans très peu de moyens et doit se défendre, c'est quoi ces autres options des fois? Là? Non, c'est juste ça. C'est que tu les confrontes à... Ils n'ont pas vraiment de choix. S'ils sont vraiment dans une situation de défense ou de résistance. Et là encore, on peut argumenter que... Puis ce que les gens font beaucoup sur la toile au niveau des commentaires, c'est que c'est pas parce que c'est le dernier choix qu'ils ont à Gaza d'envoyer des roquettes qu'ils devraient le faire ou que c'est bien qu'ils le fassent. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est sûr que non. Mais il faut être un petit peu réaliste aussi. Il y a pas... En général, les gens résistent à ce qui arrive à leur maison et à leur famille. Que ce soit des gros changements, des bouleversements ou des risques de mort. Puis je veux dire, il y a du monde qui meurt à Gaza. Là. Beaucoup, là. T'sais. Donc, il y a du monde qui meurt un peu partout. Il n'y a personne qui va se laisser faire. Puis là, on peut embarquer sur... oui, mais l'invasion est causée par les roquettes. Puis là c'est parce que là, on en revient dans le passé. C'est la faute à qui, tu sais. De toute façon, ça, c'est une boucle. C'est ça, on s'en fout. Là. La boucle, elle tourne. Là. Quand on se concentre sur ce conflit-là, c'est-à-dire de dire, bon, les roquettes, c'est pas bien, c'est eux autres qui lancent, ils ont juste achalé Israël. De l'autre côté, ah oui, mais voyons, Israël fait ça depuis des années. Puis on est en train de s'interroger sur le symptôme. Oui, c'est ça. Mais on ne parle pas, on ne discute pas parce que c'est un sujet juste trop sensible. Il n'y a personne en dehors de cette zone-là là, qui est vraiment prêt à s'asseoir puis à parler du problème de cette région-là. Parce que le problème de fond, c'est la question des territoires occupés puis la question de comment qu'on a géré ce bout de territoire. Mais ça revient aussi à une question ethnique et religieuse. Exactement. Donc c'est super épineux. Là. C'est ça. Là. Donc, ça donne rien. On peut s'ostiner, comme tu dis tout le temps. Bon, les roquettes, c'est peut-être leur dernière solution. En même temps, parce qu'ils peuvent rien faire d'autre, là, on s'entend. Mais en même temps, tu as raison. C'est pas une justification pour envoyer random des roquettes sur des populations majoritairement civiles. Mais en même temps, tu fais juste te pencher sur le symptôme. C'est un symptôme. C'est juste... Les deux, c'est parce qu'ils réagissent aux deux de la même manière qui a causé le problème précédent. Oui, c'est un cycle, c'est une boucle. Tu sais, mettons, comme je te dis, le gars qui a vu son père se faire péter en 92 par un raid israélien dans la bande de Gaza, qui a vu son fils, mettons, mourir dans un milieu de raid, penses-tu qu'il va être rendu là? Penses-tu qu'il va être motivé? Tu penses à envoyer une roquette ou pire, à se faire sauter dans un milieu d'une place publique en Israël? Tu sais, quand les gens sont poussés au désespoir, ils font ça, mais en même temps, ben Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se font envoyer des roquettes sur la tête. Ben, ils envoient l'armée, qu'est-ce que tu ferais? T'sais? Exactement. Donc, mais encore là, on est toujours sur le symptôme. C'est qu'on ne s'interroge pas sur le fond. Puis, c'est un peu le même problème. La grosse opposition qu'il y a entre l'Iran et les pays occidentaux, qui est une autre zone chaude de la planète, beaucoup plus sur le niveau diplomatique que sur le terrain, dans le sens qu'il n'y a pas de conflit. Parce que oui, maintenant, il y a quelques années, on aurait ri nous autres, mais maintenant, on peut jauger de la difficulté de la situation internationale en fonction de, y a-tu des gens qui meurent sur le terrain ou pas, parce qu'on est rendu avec ces degrés-là de conflit. Donc oui, ça a vraiment changé dans les dernières années. Mais eux autres, le principal point d'achoppement, c'est la question d'Israël. Oui. Et donc, on en revient encore à ce nœud du problème-là, cette source-là, qu'il faudrait que tout le monde ensemble, puis il n'y a personne qui a de raison, puis il n'y a personne qui a tort véritablement. Enfin, tout le monde a tort, personne n'a raison. Il faut s'asseoir puis trouver une solution. Puis c'est trop épineux, trop sensible, trop émotif comme sujet pour que ça arrive à terme. Donc, on va se retrouver toujours dans le cycle de conflits à intervalles semi-réguliers. Puis ce qui est plate avec ce conflit-là, c'est que la boucle se reflète aussi dans le niveau de discours qu'on a entre nous autres, au niveau social de d'autres pays ou des gens qui ont à intervenir. Tu sais, il y a une énorme polarisation des opinions par rapport à ça. T'sais. Si je dis quelque chose pro-palestinien une journée, quelqu'un va me dire que je suis pro-palestinien. Et là, dans la tête de d'autres personnes, ça veut dire que
non seulement je suis contre le fait que les Juifs soient en Israël, mais qu'il faut qu'ils soient tous détruits et tout ça. T'es carrément antisémite. C'est ça, je suis antisémite et toute la patente. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Si je suis pro-israélien, ça veut dire que je pense que la Palestine, ça doit être genre mis en parking, là. Mais quand tu utilises ces mots-là, et c'est comme si, à chaque fois qu'on prenait une décision collectivement par rapport à ça, c'est comme si le monde veut arriver à une solution mitoyenne, mais il s'accuse juste un l'autre de demander la solution extrémiste. Mais il n'y a personne ou presque peu qui est vraiment dans ces extrêmes-là à ce point-là, mais c'est juste ce langage-là qu'on utilise. Peut-être personne ou presque personne dans les postes clés décisionnels. Parce que tu as quand même des exemples de discours, particulièrement ces temps-ci, il y en a beaucoup qui ressortent du côté d'Israël, justement. Puis c'est vrai que quand on lit la position idéologique qu'ils ont envers, justement, le côté ethnique des Palestiniens, ça fait un peu froid dans le dos, là. Quand tu regardes le type de discours qui est présenté, tu dis, espérons que ces gens-là n'ont pas toute l'influence sur les gens qui prennent les décisions. Parce que si oui, ça donne, puis j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça démontre encore à quel point c'est une anomalie le soutien dont Israël, indéfectible, soutien dans la communauté internationale. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ou presque, puis dire beaucoup de choses assez extrêmes, puis quand même bénéficier d'un soutien sans poser de questions véritablement. T'sais. C'est plate. J'ai l'impression que ce conflit-là, dans quelques années, on va pouvoir revenir là-dessus, que ça va peut-être être réglé ou tout ça, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment se demander qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là, l'espèce d'années perdues de... C'est comme si le reste de la planète ou un gros morceau de le reste de la planète avait pris un côté, mais avait pas ouvert une option à changer justement les conditions de l'appui pour aider tout le monde, là, même eux-mêmes, là, contre eux-mêmes en fait, envers, pas contre eux-mêmes, mais d'eux-mêmes. Est-ce que, tu sais, quand tu dis Israël veut survivre et ne veut pas subir la destruction, est-ce qu'Israël ne va pas elle-même causer cette destruction à cause d'une espèce de cette attitude-là? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais, en tout cas, c'est vraiment dommage, mais... Puis là, on pourrait parler aussi de la... Quand tu disais appui indéfectible, il y a un meilleur exemple d'appui indéfectible total par rapport à Israël, puis c'est pas le gouvernement américain, c'est le gouvernement canadien. Oui, effectivement. Puis plus étrangement encore, on dirait que c'est presque au niveau personnel de la personne de Harper. Harper semble pousser plus le Parti conservateur à être pro-israélien que le Parti conservateur veut vraiment l'être, on dirait. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, on dirait, du gouvernement par rapport d'Israël, il vient littéralement de la bouche de Harper. Il n'y a pas personne d'autre qui est vraiment autorisé à donner son opinion ou proposer quoi que ce soit de réellement significatif. Puis je veux dire, John Baird, il relaie ce que Stephen Harper dit. Là. Il y a rien de transmission. C'est ça, il n'y a rien de nouveau qui sort de sa tête ni de sa bouche par rapport à ce conflit-là. Est-ce que tu trouves pas ça un peu étrange? Ah, mais oui. Bon, plus étrange que d'autres choses, pas nécessairement. Je classe ça dans la catégorie de le surprenant appui dont Israël bénéficie, qui, je pense, effectivement, est issu d'une caractéristique davantage historique que présente. C'est-à-dire, le soutien d'effectifs vient de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les atrocités commises contre les Juifs, la création de l'État d'Israël. On dirait, comme tu disais, depuis ce temps-là, on s'en est pas remis encore. Si tu arriverais avec une tête fraîche, avec des yeux frais sur cette situation-là, probablement que tout le monde aurait une opinion très différente et arriverait avec des solutions plus concrètes. Mais tout le monde traîne son histoire puis son historique de qu'est-ce que ce conflit-là veut dire et dans quel contexte il a été amené. C'est un peu comme l'allégorie de faire bouillir une grenouille. Si tu montes tranquillement la température, elle reste dedans, mais si tu la mets d'un coup, elle réagit, elle saute dehors. Fait que, mais ce qui est encore plus grave dans tout ce qui se passe là, c'est que amener cette théorie-là, ou plutôt cet aspect-là de la situation qui est le lien historique qu'on a, et plutôt le problème que ça peut causer, ça en soi, c'est tabou. Ça en soi, c'est tabou. Tu peux pas dire ça. Là. C'est ça. Et parce que si tu dis ça, il y a toutes sortes d'accusations qui t'envoient par la face. Et peut-être que la clé, par contre, de ça va être les Juifs eux-mêmes, mais les expats. Qui clairement ne sont pas tous autant supporters d'Israël dans sa forme actuelle qu'on pourrait le croire, ou que plutôt les organisations officielles
le font croire. Et surtout au niveau des artistes, puis au niveau des gens qui n'ont pas nécessairement des liens économiques directs, disons, avec Israël, parce que personne ne veut brûler ses liens économiques. Ça, c'est tout le monde, là, incluant l'Allemagne par rapport à l'Ukraine. Oh, transition. Transition. Mais, en tout cas, clairement, au Canada, on est vraiment dans ce mindset-là que c'est des terroristes, puis Israël, on les supporte, puis si tu même ouvres ta bouche par rapport à un changement des conditions de l'appui, c'est complètement inacceptable. T'es un terroriste. C'est ça. Toi aussi, t'es un terroriste. Toi aussi. Bon, on va bénéficier de ta transition parce que oui, on n'a pas juste ça à parler du conflit israélo-palestinien parce qu'il y a aussi la situation en Ukraine qui a été compliquée par l'avion MH17 de Malaysia Airlines. Qui était au mauvais endroit. Au mauvais moment. Les deux en même temps. Qui a été abattu en plein vol par un missile. Maintenant, qui a lancé ce missile-là? On va attendre avant de se prononcer. Mais il y a des bonnes chances que ce soit les séparatistes pro-russes ou aussi même les Russes, ce qui serait beaucoup plus grave, en fait. Ce qui serait beaucoup plus grave dans cette situation. Mais là, l'affaire, c'est que le problème avec ça, c'est que disons, la frontière entre rebelles pro-russes et russes, ça peut être fuzzy, là. Ça peut. C'est ça le problème, c'est que si, admettons, si on se met dans la place des gens qui sont dans la console de missiles à ce moment-là, s'il y a 5 personnes là, que 2 soldats officiellement de l'armée russe et 3 soldats officiellement rebelles de ethnie russe, pro-russe, séparation d'Ukraine, dans l'équipement russe. Où tu tires la ligne. Puis je veux dire, c'est pas parce que je veux nécessairement trouver un lien logique dans ma tête pour accuser la Russie de tous les maux dans la vie, mais quand même. Faut demeurer réaliste par rapport à ça. Puis quelque part, ça fait depuis le début du conflit qu'on sait que oui, ça demeure des séparatistes pro-russes, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement quand même un peu grassroots, c'est-à-dire dans l'Ukraine elle-même qui veut ça, mais l'appui de la Russie, si on parle d'un appui indéfectible, là, ça, c'en est un bon exemple sur le terrain. Là. Les armes, le personnel, les conseillers militaires et tout ça. Puis tu sais, il y a une information qui est sortie il y a quelques jours après l'accident. Évidemment, tout est une question de propagande. Comme de quoi il y avait un jet de l'armée ukrainienne qui volait à 5 km à peu près du Boeing. Et qui est à peu près sur la même trajectoire. Puis évidemment, c'est sorti comme étant la Russie qui a sorti ça et qui a dit ça pourrait être une preuve que c'est l'armée ukrainienne qui l'a tiré. Il y a aussi un astéroïde qui a été spoté pas loin de l'avion. Ouais, non, mais même si le jet est là, ça peut aussi vouloir expliquer pourquoi que les rebelles, ils voulaient tirer le jet. Oui. Puis 5 km à cette altitude-là, c'est assez proche. C'est peut-être ça qui un peu désamorce la problématique de ce coin-là, c'est que personne ne voulait tuer 300 personnes dans un avion commercial. C'était pas le but de personne. Ça sert personne, en fait, d'abord. Comment? Ça ne sert personne. C'est ça, ça ne sert personne. C'est un accident sur lequel on essaie de jeter le principal blâme à, mais c'est pas une situation que personne peut réellement gagner de, à moins que tu vends des armes d'un côté russe. Ça, on n'embarquera pas dans ces théories-là, mais surtout pas, en fait. Donc, est-ce que ça va être si pire que ça? Puis d'ailleurs, la tension a quand même diminué, parce qu'au début, là, écoute, il y avait les boîtes noires, il y avait les corps, puis là, la planète au complet était comme là, ça se fait pas, ça. Hein? On sait que vous avez eu vous avez des guerres à faire, puis tout ça, puis à tirer du monde dans les avions militaires, c'est correct, là. Ça va, c'est vos affaires. Mais tirer des avions civils qui font juste passer là, ça, c'est pas cool. Non, ça, personne trouve ça cool. Un coup que tu fais ça, faut rentrer comme des gardiennes d'enfants, puis prendre les jouets, puis regarder qu'est-ce qui s'est passé. T'sais. Faut un petit peu... puis c'est pas rien que justement... Puis c'est ça, encore là, ça désamorce un peu le problème, parce que c'est pas juste un avion américain avec juste des Américains. C'est un avion civil avec du monde random dedans. Multinational. Et surtout beaucoup de Néerlandais. Oui. Et eux autres, ils ont beaucoup de pouvoir au sein de l'Union européenne. Oui, mais ils ont aussi une liste d'ennemis faible. Dans le sens que il n'y a personne qui a réellement intérêt à tuer des Néerlandais. Et les Néerlandais font pas vraiment tuer personne d'habitude. Donc, il n'y a pas de... Comment dire? Ils ont le droit d'être en maudit que de leurs citoyens soient faits tirer par un missile. Quasiment plus que d'autres pays, parce que ils n'ont jamais rien fait qui pourrait
amener quelqu'un à avoir un intérêt à faire ça. Donc, il y a vraiment ce que je veux pas dire qu'il y a des gens qui devraient mourir, tout ça. Mais il y a des gens sur qui le sort a plus de raisons de s'acharner que sur Oui, eux. mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent peser dans la balance lorsque viendra le temps de rediscuter de sanctions contre la Russie. Oui, particulièrement lorsqu'on saura qui a pesé sur le fameux piton pour lancer le missile. Mais moi, un aspect de ça, et puis je vais mettre mon chapeau d'historien pour parler de ça, Mhm. tu sais, on est en train de vivre le centenaire de la Première Guerre mondiale à quelques jours près. Là. La première déclaration de guerre, c'est le 28 juillet. Donc, on est Bientôt. très, très poche. Tu sais. Et j'ai aucune intention d'être alarmiste ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des parallèles intéressants dans le sens que ça se ressemble, mais aussi dans le sens que ça ne se ressemble pas, entre la période à l'époque-là et la période qu'on vit aujourd'hui. Tu sais. Et une de ces choses-là, c'est que c'est la question d'un événement random, d'un événement qui vient du fameux chaos. Tu sais, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui a déclenché la Première Guerre mondiale, ça servait pas mal personne. Tu sais, je veux dire, même si c'était des indépendantistes qui voulaient faire un éclat, il était un peu tout seul, dans le sens que c'était pas nécessairement... Personne pensait que c'était un excellent move de faire ça, et c'est juste devenu un catalyseur pour une situation internationale qui était explosive. Mais la différence, puis ça c'est un élément qui est important, c'est que la question que souvent on se pose, c'est la Première Guerre mondiale, pourquoi ça l'a pété là, et non pas dans les 4, 5, 6 crises diplomatiques qui ont eu lieu dans les 10-15 ans auparavant. Parce qu'à chaque fois, il y a même des fois où le risque de guerre était bien plus élevé. C'est passé quelque chose de plus grave. Puis, finalement, à la dernière seconde, à minuit moins une, il y a eu une entente et puis on a retrouvé la paix, on a retrouvé la paix armée relative, à cette époque-là, une paix très relative. Et là, finalement, c'était relativement anodin et c'est ça qui a embrasé l'Europe pour la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est une différence avec la situation qu'on vit présentement. C'est-à-dire que oui, on a je trouve que peut-être qu'en rétrospective, si jamais un jour un conflit d'envergure, je parle pas de la Troisième Guerre mondiale, mais un conflit d'envergure... D'ailleurs, ce concept, après en reparler, mais le concept même de Troisième Guerre mondiale, je le trouve un petit peu absurde. Eh bien, il sert de moins en moins ce à quoi il devrait servir, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus une notion complètement floue, qui est simplement rendue numérique. T'sais, on en a eu une, on en a eu deux, on va en avoir une troisième. Ça veut rien dire, une troisième guerre mondiale. Comme d'ailleurs, ça pouvait rien vouloir dire. En 1919, quand la Première Guerre mondiale finit, là, si tu dis au monde, il va y avoir une deuxième guerre mondiale, personne ne pouvait vraiment te dire précisément à quoi ça allait ressembler. Ça allait changer énormément. Il était moins loin, mais aujourd'hui, on est rendu encore bien plus loin de ça. Oublie ça. Ça veut rien dire. Donc, mais quand il y aura une prochaine guerre d'envergure, on pourra peut-être regarder en rétrospective sur les années qu'on est en train de vivre et encore là, les années 2000, à partir des années 2000, et de voir, il y a eu plein de moments dans la situation internationale, l'Irak, la crise sur l'Irak, la crise diplomatique entre l'Europe et les États-Unis sur l'Irak, on s'en souvient peut-être pas, là, puis c'était loin de menacer avec des missiles ou des choses comme ça, là, mais c'était un froid assez intense et surtout relativement nouveau à ce moment-là dans les relations entre l'Europe et les États-Unis. Et on va peut-être regarder ça, on va regarder l'attaque russe en Géorgie, on va regarder la situation en Ukraine présentement, on va regarder toutes les questions du conflit israélo-palestinien, puis on va se demander pourquoi ça a pété là au lieu d'avant. Mais présentement, on sent pas, et c'est la grosse différence, le fameux désir de guerre qu'il y avait à cette époque-là. Il y a un catalyseur potentiellement. T'sais, si tout le monde voulait se taper dessus, là, un avion de 300 personnes qui se fait descendre par un missile au-dessus d'une zone de combat, c'est un scénario rêvé. Parce qu'une fois que tu as ça, tu as la légitimité morale de ton bord, puis tu peux faire à peu près ce que tu veux. Donc, si le monde voulait vraiment se taper dessus, ben en tout cas, s'ils veulent se taper dessus, on va le voir dans les prochaines semaines du développement de cet événement-là. Mais je trouve quand même ça intéressant, le parallèle de ce fameux rôle du chaos, entre guillemets, là, dans les événements internationaux, entre la Première Guerre mondiale qui a lieu il y a 100 ans, qui a commencé il y a 100 ans, et ça. Donc moi, c'était ça. C'est ça ma lecture de cet événement-là. Donc c'est pour ça que j'aime ça. C'est pas la même chose, mais c'est quand même intéressant de rester attentif parce que tu sais, on sait jamais avec des affaires comme ça. T'sais. Il y a un sentiment en Europe qui est en train de grandir par rapport à la Russie qu'on n'avait pas... que ça faisait peut-être un moment qu'on avait vu, mais qui est... peut-être pas si longtemps que ça, en fait. Mais les gens en Europe commencent à repenser à c'est quoi qu'on perd en faisant des deals énergétiques avantageux avec la Russie. Lorsque, après ça, on construit notre économie et nos infrastructures
avec ça en contexte, en arrière-plan, ces prix-là, surtout c'est une question de prix, par rapport au gaz naturel, entre autres, russe. Et des gros pays, puis quand je parle de gros pays, je parle d'Allemagne, qui se demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire comme stratégie pour, idéalement, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement le faire demain matin, mais dans le plan idéal de l'Allemagne au niveau énergétique, ils ne devraient pas avoir à demander à la Russie quoi que ce soit. Ben, écoute, c'est un peu le même principe que les États-Unis qui veulent se débarrasser de leur dépendance énergétique au pétrole qui vient du Moyen-Orient. C'est ça. C'est un peu le même principe. C'est qu'à un moment donné, tu commences à avoir tellement de difficultés avec dealer, d'autant plus que là, c'est multi-acteurs. C'est pas comme la Russie où tu en as seulement qu'un. Que c'est juste Poutine. Mais quand tu deviens tanné de dealer avec, la première chose que ça va te demander, c'est je suis obligé de dealer avec. Y aurait-il une façon de me retransformer, tu sais? Mais en même temps, la Russie, ça va peut-être pas lui faire aussi mal qu'on pourrait penser, parce que la Russie, il y a toujours un atout qui est bien le fun pour la Russie. Un atout que le Canada pourrait avoir si on était plus, c'est que c'est gros. Beaucoup de monde. Et il y a donc des frontières et il y a un potentiel de reach, excuse-moi l'anglicisme, qui est décuplé. Et donc, ça leur permet, par exemple, de se retourner de bord et de faire des ententes énergétiques avec la Chine. Oui. C'est Mais c'est pas une question de faire mal à la Russie, plutôt que de se libérer de la Russie pour les autres pays. Si la Russie dit « Oh, moi j'ai de la merde les Allemands, puis ils vont se revirer de bord pour les Chinois », c'est correct ça. Je veux dire, la Russie a fait ce qu'elle a à faire pour faire sa business. C'est pas correct pour l'Ukraine, par exemple. Peut-être pas pour l'Ukraine, Eux mais... autres, ils aimeraient moins ça. Ouais, mais à moins que ça ship par là en bateau. En tout cas. Mais bref, le gaz naturel, c'est compliqué à transporter, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, mais ils ont un port maintenant, la Russie. Parce Ouais, que la c'est Crimée, vrai. ça reviendra Il est pas, tout là. chaud, il est tout beau, il est tout neuf. Il ressemble à celui-là qu'il y avait avant, mais ils ont changé le drapeau en haut. Mais l'Allemagne, c'est toujours fait un espèce de... Je pense qu'elle est en train de reprendre possession. Plutôt, elle se rend compte qu'elle devrait être un leader dans l'Union européenne. En fait, ils sont déjà le leader, mais s'ils veulent devenir un leader encore plus, entre guillemets, idéal, ils devraient se libérer des contraintes diplomatiques qu'ils ont avec la Russie au niveau de leur demande énergétique. Tu sais, quand on parle dans la vie de contrat, puis de tel accord économique a été passé avec tel pays, tout ça, tous ces accords-là dwarfent tout ce qui a rapport à le supply d'énergie. Puis je te parle pas nécessairement au niveau de la grosseur du bill, mais plutôt l'impact. Oh, et Au niveau de l'importance. Parce que quand tu arrêtes le power d'une société, il n'y a plus rien qui marche. Pas rien que quelques affaires qui marchent. Tout arrête. Non, un lien énergétique, c'est l'équivalent international de se tenir par les couilles. C'est plutôt se tenir par le cœur. Parce Ouais. que tu squeezes puis il n'y a plus rien qui se passe. Fait que c'est pas bon pour un pays. Puis les Américains, peut-être qu'ils le faisaient d'un niveau plutôt aussi pour peut-être absorber les variations de prix. Parce que, tu sais, il se passait quelque chose au Moyen-Orient, puis là, soudainement, le prix du gaz augmentait de 30% aux États-Unis. C'est tannant, tu sais. Un peu, oui. Mais les Allemands, parce que je pense pas que les États-Unis réellement s'inquiètent tant que ça de ces affaires-là, parce que c'est un peu loin de chez eux. Mais pour l'Allemagne, la Russie, c'est un problème qui parle plus au concret de... Ils sont à côté, on a un historique, etc. t'sais. Mais ça, c'est un élément. Écoute, c'est un élément que les États-Unis ne comprendront Non, c'est jamais vraiment. C'est le concept de frontière nationale. Dans le sens que, tu sais, les États-Unis, là, ils ont un problème avec leur frontière avec le Mexique. Il y a juste trop de monde qui veulent venir chez eux. Depuis le 19e siècle, ça n'a jamais vraiment fait de flamèche tant que ça. Puis en haut, ils ont le Canada. Tu sais, everybody's friendliest neighbor. OK? Fait que les États-Unis, le concept d'être menacé dans ton intégrité territoriale, puis on parle pas de déclencher la fameuse Troisième Guerre mondiale encore, mais les Européens, là, il y a une conséquence beaucoup plus immédiate, beaucoup plus directe dans les relations entre pays, parce qu'ils sont à côté l'un de l'autre. Ils partagent les mêmes champs et les mêmes terres pour faire pousser leur bouffe. C'est des lignes relativement arbitraires, puis tu sais, ça s'empiète facilement. On l'a vu récemment dans la région de la Crimée, puis quand quelqu'un décide qu'il s'en vient, ben... il s'en vient, là. T'as pas un avertissement de plusieurs semaines parce qu'ils viennent en bateau, ou de plusieurs jours parce qu'ils viennent en avion, ou de quelques heures parce qu'ils viennent en missile, là. Ils sont chez vous. Immédiatement. En fait, des fois, ils n'ont même pas besoin d'être chez vous parce qu'ils ont assez d'artillerie pour rester chez eux et faire du dommage chez vous, si ça le tente. Exactement. Puis, on va pas embarquer dans de la stratégie militaire, tout ça. Non, mais c'est surtout pour ça dire que... ça change la dynamique, là. La dynamique, c'est ça. La façon dont les Européens voient les relations entre eux, pas nécessairement avec le reste de la planète, mais entre eux autres et avec la Russie, est quand même sur un niveau que les États-Unis peuvent difficilement comprendre,
c'est pour ça que la Grande-Bretagne, c'est un peu différent aussi. On a la même position relativement insulaire. Mais eux, ils vivent là-dedans. Tu sais, je reviens souvent au niveau du langage parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie qui viennent des problèmes de définition puis le langage. Tu sais, quand on parlait de l'Europe et la Russie, tu sais, la Russie, dans la tête de tout le monde, puis dans la tête surtout des Européens de l'Ouest, entre guillemets, c'est pas l'Europe. Non, c'est pas l'Europe. C'est une force qui peut toujours opposer, qui peut toujours allier, mais qui est clairement pas sur la même longueur d'onde que le reste. Et ça n'a pas changé, on pourra en dire ce qu'on en voudra, ça n'a pas changé depuis la fin de l'URSS, mais pas du tout. Puis c'est en train d'empirer, en fait, avec tout ce qui se passe avec Poutine, parce que il n'y a pas un chef d'État européen qui pense que Poutine, c'est un chef d'État légitimement élu et dans lequel il y a un gouvernement sur lequel il y a des contrôles rationnels et qui sont basés sur la loi et l'ordre. Là. Ils savent que c'est lui le boss, c'est juste qu'il s'appelle le président, mais dans le fond, c'est encore une dynamique dictatoriale. C'est encore, lorsque tu communiques avec Poutine, tu communiques pas vraiment à la Russie, tu communiques vraiment à la classe dirigeante, le clan dirigeant de la Russie. T'sais. Et ça, les Européens, entre eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu... que cette dynamique-là a quand même changé. Oui, c'est ça. Mais en même temps, moi, je vois un peu la Russie qui est en train de renforcer cette opposition entre le bloc Union européenne et le bloc qu'est la Russie. C'est-à-dire que les conflits, la Russie a plus d'ambition sur le reste de l'Europe. Puis comme tu disais un peu tout à l'heure, ils peuvent se virer de bord au niveau des accords énergétiques, c'est-à-dire que c'est davantage l'Europe qui veut se détacher que Poutine qui veut absolument rester impliqué là. Au pire, il va se virer de bord. Il veut d'abord et avant tout avancer les intérêts de la Russie et ceux-ci passent peut-être justement davantage vers un rapprochement asiatique. Parce que quelque part, pendant longtemps, la Russie avançait, se développait en se rapprochant de l'Europe. Ça a été ça à la fin du 19e, ça a été ça... il était plus en autarcie pendant l'URSS, mais quand même, ça a été ça durant la Deuxième Guerre mondiale, puis vers la fin, lorsqu'ils sont allés en Europe, puis toute la période où ils avaient des satellites en Europe de l'Est. Mais maintenant, le pôle d'attraction peut-être plus économique shift tranquillement vers l'Asie. Ouais. Et donc, c'est peut-être l'étape suivante de la Russie que mais de se en dehors même, revirer. c'est ça, du conflit européen précisément, dans le sens que toute la planète se revire vers l'Asie. Oui, aussi. c'est ça. C'est pas juste local. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il facilite la Russie d'avoir les coups des franges dans ces conflits territoriaux, parce qu'ils savent qu'essentiellement, ils sont en train de couper et de bien définir leurs frontières du côté européen avant de regarder, puis je parle de frontières plus économiques justement, là, avant de regarder davantage du côté au sud de l'Union de l'URSS, un beau lapsus, de la Russie. Écoute, ça va être une situation encore là à suivre. On a bien hâte de voir les résultats de l'enquête concernant l'aviation. Ça va être encore là un bel épisode de Mayday que je vais Au moins, on l'a écouter. retrouvé cet avion-là. Oui. Tu sais. Hey, Malaysia Airlines, petite parenthèse, ça ira peut-être pas bien d'ici la fin de l'année. Financièrement parlant. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a besoin d'aller en Malaisie. Là. Vas-tu choisir? Puis J'irai on s'entend, pas, mais on s'entend que c'est complètement irrationnel ce qu'on est en train de dire là. Puis Oui. là, tu embarques dans la notion l'animal qui a peur en nous en tant qu'être humain. Là, mais tu sais, personne va prendre un billet de Malaysia Airlines s'ils sont pas littéralement obligés de le faire. Je veux dire, c'est... Ouais, c'est... Et fait que là, rendu là, pour la business, ça va mal. Là. Mais tu parles d'une affaire, toi, que le sort s'acharne, encore là, le sort s'acharne de manière sur cette compagnie-là. T'sais, un avion a été donné en Ukraine. Mais c'est pas n'importe quel avion, c'est Malaysia Airlines. Ça aurait pu être n'importe qui T'as d'autre. t'as l'impression que tu as un déjà-vu puis qu'ils ont changé la nature de l'incident. Au début, j'étais confus, j'ai vu Malaysia Airlines, puis j'étais des nouvelles de l'écrasement. Non, c'était un autre. Un Comment? deuxième. Pourquoi? Mais non, c'est étrange. C'est vraiment écoute, plate. parlant de difficultés financières, on va faire une petite capsule finale sur Parlant des gens qui vont en faillite. Là. Ouais, de la situation de deux franchises dans la Ligue nationale. En fait, normalement, on aurait pu juste jaser de la situation des Panthers, qui a quand même fait couler un petit peu d'encre au début de l'été et qui ravive peut-être un peu les espoirs de certains partisans du retour des Nordiques à Québec. Parce que la concession a des difficultés au niveau surtout de s'entendre avec la municipalité dans laquelle ils sont. Comme Gary Bettman a clairement dit que l'expansion, c'était pas pour tout de suite, puis que quand tu regardes en plus la balance dans les équipes entre l'Est et l'Ouest, le salut de Québec passe
presque exclusivement, selon moi, par Un déménagement. un déménagement. Donc, mais ça, c'est un autre dossier. Les Panthers, ça allait pas bien. Et là, finalement, coup de théâtre à Glendale, en Arizona. Les choses n'étaient pas comme elles le sont. On le pensait. Est-ce que tu t'es informé un peu au sujet de ce dossier-là? Ben, c'est juste que quand tu dis là, le pouvoir politique quelque part, quand quelqu'un veut que quelque chose arrive et qu'il peut parler aux bonnes personnes, surtout quand ça c'est un juge et que tu peux amener quelqu'un à faire peut-être briser une entente. Fait que là, ils sont en train, en fait, d'aller contre l'entente qui a été faite avec la municipalité. Il y a un an. Il y a un an, mais là, c'est d'aller contre cette entente-là, pas une question de principe, tout ça, mais essayer de démontrer que l'entente est en fait illégale ou plutôt anticonstitutionnelle, plutôt, je crois, En fait, selon la constitution de l'Arizona. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a eu un meeting une semaine ou quelques jours avant le début, avant le vote, lors duquel 4 conseillers sur 7 ont voté en faveur de l'entente. Et cette rencontre-là, c'était entre l'avocat du groupe acheteur et les 4 fameux députés qui ont voté pour. Donc, et là, déjà là, ça a l'air louche un peu. Oui. Et là, mais même le maire, c'est le maire de la ville qui fait cette poursuite-là, qui dit, mais normalement, une rencontre de cette nature-là doit, selon les constitutions de la ville, être ouverte à tous et annoncée comme une semaine à l'avance pour que tous les conseillers puissent y être. Fait que là, il dit, cette réunion-là est donc illégale. Et donc, comme invalide l'entente. On peut donc voir qu'il y a eu, dans les jours menant vers l'entente, une rencontre illégale, ça permettrait d'invalider l'entente et de refaire un vote. Donc, honnêtement, c'est un coup de théâtre. Moi, je pensais vraiment plus d'entendre parler. Mais c'est à quel moment, si tu te mets dans la tête de Gary Bettman, que son obstination peut nuire plus à la Ligue qu'elle l'aide. Puis je veux pas dire que Gary Bettman nécessairement fait de l'acharnement qui est en ce moment mauvais pour la Ligue. Parce que j'embarque pas vraiment dans cette vibe-là. Je pense qu'il a fait des excellents moves, dont l'expansion au niveau de la Californie. Oh oui. Mais c'est où qu'il va mettre la ligne de dire là, on t'en est. Puis on s'en va. Parce que on pensait que c'était. Parce qu'il y a une ligne directrice dans la vision de Gary Bettman, c'est stabilité puis pas de problème. Il vient de signer une convention collective pour 10 ans. Il a signé des contrats de télévision pour 13 ans ou 14 ans. En masse. Des milliards. Et là, il y a une équipe qui n'est pas capable de juste faire que son équipe est dans l'arena puis que tout roule comme du monde. Puis le pire là-dedans, c'est que ça fait un an qu'ils ont signé l'entente. Puis tu sais, l'année passée, ça n'a pas très bien été pour les Coyotes. Là. Non. Ils ont fini relativement bas, mais surtout au niveau financièrement, ils ont fini avant-dernier dans l'achalandage à la maison. C'était qui les derniers? C'était les Stars de Dallas. Pas en termes de nombre, par contre, c'est en termes d'occupation, de pourcentage. Ils ont plus petit stade. Fait que, en tout cas, c'était à peu près équivalent. Là. Mais surtout, je pense qu'ils ont fini aussi dernier, ou encore là, avant-dernier, dans les achalandages à l'étranger. Fait qu'il était poche. Il attirait tellement personne. Que le monde qui faisait des sales combes à l'étranger en faisait pas le jour que les Coyotes venaient. They were that boring. Mais ils méritent même pas autant de haine que ça. Non, c'est ça. En tant qu'équipe. Mais le problème, c'est que là-bas, vraiment, même les conseillers, quand cette histoire-là est sortie, ils sont allés interviewer un peu de monde, puis ils ont dit ouais, on pensait que ça allait être meilleur comme résultat durant la première année. Puis c'est comme, oui, mais tout le monde aurait pu vous dire que ça allait pas être bon. Là. Je veux dire, qui vous a vendu cette salade-là? Êtes-vous allé en Arizona? Ah, vous vivez là. Vous n'êtes pas allé, en fait, parce que le monde il aime le hockey. Tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de vibe hockey du tout là. Je ne comprends pas que quelqu'un ait pu être convaincu que c'était un investissement rentable du hockey. Écoute, on peut encore faire le gamble à l'époque quand ils ont mis ça à Phoenix. Puis là, dire que tu es devant ou non, là, c'est rendu compliqué. Il y a des gens qui ont dit que ça allait pas marcher en Californie, tout ça. Mais là, en ce moment, on a des data par rapport à comment que les Coyotes ont été. Puis comment on pense qu'ils vont aller dans le futur. Puis il n'y a personne de crédible qui va dire qu'il y a du monde qui va aller voir ces games-là en Arizona. Personne. Fait que là, rendu là, si t'as pas d'investisseur privé, puis que là, en plus, les conseillers ont peut-être justement été amenés à croire que ça allait changer les choses. Là, t'as l'air de quoi, toi, quand t'es conseiller, puis que t'es pas capable de te défendre dans des town meetings de cette décision-là. Tout le monde te pose des questions parce que... Vous avez mis tant de millions, il y a personne au game. Hey, t'as l'air cave, là. Ben oui. Tu sais?
Écoute, je pensais pas reparler, comme je t'ai dit, des Coyotes de l'Arizona maintenant, qu'il faut dire. C'est plus les Coyotes de Phoenix. Excusez. Mais écoute, il n'y a que nous à Québec qui pouvons parler de ce genre de dossier-là en plein milieu de l'été, Parce quand que- il fait c'est beau et ça, chaud. Parce que donc nous, ça nous titille. ça vient nous chercher. Il nous agace. Bon, ben écoute, on continue à suivre ça, puis on se redonne des nouvelles la semaine prochaine, lors de notre prochain épisode. Il ne reste donc plus qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs Bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.